Sont invités à rejoindre cette table Mélissa Petitjean, qui est une chef opérateur, Axel Malavier, que vous avez vu ce matin. Ah non. Et mixeuse. Alors, qui a mal rempli la fiche, mais c'est pas très grave. Vous êtes mixeuse, donc. Bertrand Sietz, qui était là tout à l'heure. Jacques Favre, ou Fort ou Fabre Jacques Faure, pardon. Directeur de la production de l'ESRA, Michel Cotteret, directeur de la formation de l'ENS Louis Lumière, Claude Gazot, enseignant à l'ENS Louis Lumière aussi, Jean-Louis Dufour, directeur de l'ESAV. Frédéric Papon n'est pas là, donc il n'y aura pas de représentant de la FEMIS, et Mathieu Poirot-Delpech, qui est un chef opérateur, membre de l'AFC. Claude Gazot n'est pas encore là. Claude Gazot n'est pas encore là. Il est pas là, c'est ça. Je ne le vois pas, en tout cas. Il arrivera. Autant attaquer le débat par une question simple, mais à mon avis lourde de sens, qui est une question qui est plus aux techniciens. Est-ce que vous estimez que la formation aujourd'hui scolaire du cinéma est adaptée aux réalités de vos professions? Répond qui veut. Bah forcément les techniciens, parce que c'est à vous, mais... Non, je me suis fait partie d'une école, donc c'est... Je peux répondre. Ah oui, bon, pardon. J'ai un petit souci de chevalier. Et si vous présentez monsieur, parce que c'est chevalier. Oui. C'est lui qui se présente. Oui. Mais Mathieu, oui. Oui, moi, Il a cette- je vais répondre à la question, je vais me présenter comme ça. Voilà. Mathieu Poirot-Delpech, directeur de la Photo. Est-ce que je suis satisfait de la formation, c'est ça? Pas satisfait, mais c'est ce que... Oui, en gros, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, le niveau de l'enseignement du cinéma aux techniciens dans les écoles est fiable et viable, correspond à ce que vous en attendez, correspond à ce que vous estimez que vos métiers sont? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Moi, j'enseigne régulièrement, enfin, disons que je fais 15 jours par an à la FEMIS, donc j'ai une vision un tout petit peu étroite de l'enseignement qui peut être donné. Je dirais que de toute façon, on est dans une période où l'informatique, la technologie prend beaucoup d'importance, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que quand ils possèdent un outil informatique, ils possèdent une discipline. Or, ça n'a rien à voir. Le concours d'entrée de la FEMIS étant très sélectif, il y a, disons, un niveau d'étudiants et un niveau de culture générale, je crois, assez bon, ce qui doit être le cas dans les écoles qui ont un énorme filtre à l'entrée. Je suis moins au courant pour les écoles qui sont ouvertes de façon beaucoup plus large. Ce que je dirais, c'est qu'un logiciel, une technologie, ça s'apprend très vite. Il ne faut pas s'y accrocher parce qu'elle change très vite et qu'il faut accepter qu'elle ne soit pas durable. Mais par contre, ce qui est irremplaçable, c'est la culture générale. Or, c'est un métier qui n'attire pas forcément des jeunes qui vont pour la culture générale. Ils vont avec un bagage de culture générale. Ils vont quelquefois avec une fausse idée J'en parle pour le cinéma que je défends, le cinéma que j'aime. Alors, moi, je trouve que la cinéphilie, en tout cas, c'est la première des choses à avoir pour faire du cinéma. L'amour des caméras, l'amour des micros et l'amour d'un logiciel de montage, ça fait pas un monteur, ça fait pas un directeur photo, ça fait pas un ingénieur du son. Voilà. Donc c'était parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de CV avec le nombre de logiciels que l'étudiant maîtrise. Enfin celui qui a fini les études maîtrise, et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce qu'il me dirait qu'il aime le ski, ça revient même pour moi. Voilà. Enfin. Quelqu'un d'autre? Parmi les techniciens, j'entends. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, en tout cas par rapport aux nouvelles technologies. Après, pour ce qui est de la formation des gens qui se destinent au cinéma et plus particulièrement de la décoration dont je m'occupe, j'ai eu la chance de pouvoir enseigner à l'école de l'ESAT et puis de participer à quelques ateliers à la FEMIS. Donc j'ai pu voir effectivement la différence entre cette école de la FEMIS qu'on juge
je mets des guillemets, pertinente par la sélection qu'elle impose pour rentrer dans le cursus de formation, à l'inverse d'autres écoles qui fonctionnent sur d'autres systèmes. J'ai pu fréquenter professionnellement des gens qui sortaient à la fois de l'ESAT, l'école où j'avais donc pu enseigner sur un an, et des gens qui sortaient de la FEMIS. J'ai pas trouvé plus de pertinence, bien qu'à la FEMIS, ce qui les caractérisait, c'était a priori la pratique de leur travail. Autrement dit, construire des décors, mettre du papier peint, mettre une maquette, comment ça se passe, etc., etc. Donc une pratique manuelle du métier qu'il ne faut surtout pas oublier, puisque ça occupe un énorme temps de notre pratique. Donc au final, je me dis, mais bon, ok, ces écoles, elles ont une spécificité, etc., mais qu'est-ce qu'on doit apprendre dans une école pour se destiner à un métier? Moi, je pense qu'il faut être dans cette école bien entouré et sortir de l'école en ayant la grosse pêche et une motivation monumentale pour se lancer dans la pratique du métier. Mais tous ces métiers-là, ils sont liés à une activité, à une dimension artistique. On parlait tout à l'heure de la capacité à être technicien et de la capacité à être artiste. J'ai envie de dire que, ok, on est technicien et ça s'apprend sur le tas, finalement assez rapidement si on est bien formé par des gens de métier. Artistiquement, ça fait référence à tout ce que vous êtes ou tout ce que vous n'êtes pas, à votre culture, d'où vous venez, quel est votre parcours de vie et qu'est-ce qui vous émeut et qu'est-ce qui vous laisse de marbre. Et à ce niveau-là, les écoles, me semble-t-il, ont un rôle capital à jouer parce que c'est pas du domaine de la théorie, c'est tout simplement de la nourriture, de la culture générale, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est pas sur le terrain qu'on l'apprend. On n'a pas le temps de bouquiner, on n'a pas le temps d'aller voir des expos, on n'a pas le temps de se poser des questions sur les films, etc. On fait du cinéma et ça nous bouffe toute la semaine. Donc voilà, la pertinence entre des gens qui sortent d'une école X ou Y, je la ressens à travers ce qui me renvoie, à travers la personnalité qu'ils sont, et pas par rapport au logiciel qu'ils manipulent mieux qu'un autre, ou par rapport à la connaissance qu'ils ont de la pratique d'un métier X ou Y. C'est ce qu'ils sont qui m'intéresse. D'abord ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils sont capables de ressortir. Voilà. C'est important en décoration d'avoir quelqu'un à qui vous dites tu comprends, là on est au Moyen-Âge. Ah d'accord, au 18e. Non. Bon, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Pas le 18e. Ah d'accord, ok. Bon, là, il y a un problème. Voilà. Ouais. Moi, je vais répondre pour le montage. La question était intéressante, c'était est-ce que les écoles forment bien au cinéma ? Alors le cinéma, c'est beaucoup de choses. Par exemple, l'histoire du cinéma, c'est rudement utile à connaître en tant que monteur, par exemple. Donc avoir une énorme culture générale, mais aussi être cinéphile, en tout cas voir énormément de films et de toute époque. Donc ça, c'est chouette. Enfin, c'est rudement utile vraiment pour la personne et pour le travail qu'on aura à faire. Ensuite, il y a la partie technique, puisque en montage, il y a énormément de techniques qui changent. Donc d'une part, avoir une base technique, mais surtout avoir une énorme possibilité d'évoluer sans arrêt là-dessus, donc de s'y intéresser suffisamment pour que ce ne soit pas un blocage pour le travail après. Et ensuite, il y a le montage proprement dit, le montage d'un long métrage proprement dit, parce que là on va parler d'un long métrage, qui là s'apprend par la pratique, on apprend en travaillant. C'est-à-dire qu'en sortant d'une école, on peut être stagiaire ou assistant monteur, en aucun cas directement chef monteur. On peut toujours l'être, mais ça peut poser des problèmes puisqu'il y a quand même une responsabilité indispensable qui est la connaissance de chaque étape du film, de la continuité du film. Et dans une école où on va beaucoup parler du montage, on va par exemple pas tellement parler de la post-synchro, alors la détection des post-synchro, parce qu'il n'y aura pas forcément de dire on écoute, et puis après on va faire relever le petit post-synchro, il y a des spécialistes qui vont vous relever le texte, et puis ensuite il y a la post-synchro des comédiens, et ensuite comment au mixage ces choses seront intégrées. Donc le montage étant regroupant aussi tout ce qui est la post-prod après, une école, aussi complète soit-elle, peut former à la réflexion, former à la technique, mais pas à tout ce qui va être l'écriture d'un film pendant 4 ou 5 mois dans une salle de montage, qui ne s'apprend qu'en le vivant, donc qui complète. Donc voilà, une école, c'est une bonne base, c'est indispensable.
comme on a parfois un peu de chômage, on va continuer à se cultiver, à aller voir des expos, certainement pas pendant qu'on travaille, mais après, voir des expos, voir des films, voir de l'art visuel, enfin des tas d'autres choses qui se passent et qui peuvent compléter notre réflexion sur l'image. Aussi la fac, la sémiologie d'image, beaucoup de choses sont importantes pour s'enrichir et ne remplaceront pas, mais donneront une très bonne base pour ensuite être un bon auditeur dans une salle de montage et un beau collaborateur d'un chef monteur, et pour apprendre peu à peu tout ce qu'il y a à apprendre au cours d'un déroulement de montage, sans avoir déjà trop de lacunes culturelles ou techniques qui empêcheraient de profiter de cet apprentissage. Mélissa ? Oui, Juste quelques secondes. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit et je ne vais pas revenir dessus. Je pense que je suis d'accord avec le principe qu'une école, c'est une bonne base. Pour même en mixage particulièrement, parce qu'en mixage il y a quand même un apprentissage technique qui est assez lourd, qui est plus qu'un logiciel même, mais enfin on a quand même l'habitude de dire que c'est pas parce qu'on sait pousser des boutons qu'on est mixeur. Et la chose que l'école peut pas nous apprendre, mais pas parce que c'est impossible pédagogiquement, mais parce que c'est une histoire de temps, c'est la relation avec le réalisateur. Qui est très très importante, et en fait quand on est un technicien du cinéma, on n'est pas, c'est pas qu'on parle une langue. Savoir la technique, c'est parler une langue. C'est pas parce qu'on parle très bien anglais, qu'on parle même couramment anglais, qu'on est un très bon traducteur. Et donc être technicien du cinéma, c'est savoir traduire les envies d'un réalisateur, les besoins d'un film. Et du coup, c'est pas parce qu'on sait très bien se servir d'une console, pour ma part en tout cas, ou de Pro Tools, qui est un logiciel de montage son. C'est pas parce qu'on sait très bien s'en servir qu'on est capable de faire un long métrage. Simplement, on a besoin, en revanche, de savoir s'en servir, et les écoles servent à ça. Mais ce n'est qu'une étape, c'est que apprendre à parler un langage cinématographique, et après, il faut savoir traduire, et tous les réalisateurs parlent pas la même langue. Donc, il faut apprendre plein de langues, en fait. Est-ce que vous trois, vous êtes passés par des écoles ? Oui. Moi, je sors de la FEMIS, il y a 8 ans maintenant, et je trouve que c'est un parcours qui est très intéressant pour apprendre la technique, et particulièrement attention parce que je crois que chaque métier a aussi ses spécificités techniques qui font que ça s'apprend plus ou moins facilement. C'est vrai qu'en mixage, on a besoin d'un auditorium. Un auditorium, ça coûte très cher. La FEMIS en a 1, 2, 3 même maintenant. Et c'est vrai que c'est quand même une chance incroyable d'avoir un matériel comme ça pour apprendre. Louis Lumière, c'est pareil. Il y a une possibilité d'apprendre la technique, mais en sortant de l'école, je pense que le gros problème aujourd'hui, et c'est aussi la responsabilité des écoles et des pédagogues des écoles, c'est qu'on ne forme pas des chefs. Et les écoles, particulièrement la FEMIS, font beaucoup croire qu'en sortant, on peut être chef. Et quand on parle avec cette idée-là, quand on sort, on tombe de très haut, en fait. Parce que on nous dit pas assez que ce serait bien qu'on apprenne d'autres choses, ce serait bien qu'on regarde les autres travailler. La FEMIS, pour moi, c'est un enseignement qui est très bien, en 4 ans, pour la technique, pour commencer à appréhender ce que c'est que la relation. Mais la relation avec un réalisateur qui est un étudiant, c'est pas la même chose qu'un réalisateur qui fait son long métrage. Mais on apprend déjà les bases humaines, et puis il y a plein d'intervenants qui le font très bien à la FEMIS. Et puis ensuite, il y a aussi quelque chose de très important à la FEMIS quand même, c'est le réseau. Parce que c'est des métiers qui ne marchent que par le réseau. Et c'est vrai que quand on sort d'une école, et notamment de la FEMIS, avec les intervenants, avec tous les gens qu'on rencontre, avec les autres étudiants, nous ouvre quand même un réseau quand on sort. Mais j'estime qu'on ne nous dit pas assez que quand on sort, on n'est pas des chefs de poste. C'est qu'on doit encore apprendre plein de choses, et notamment regarder ce que c'est que d'être un. On a des très très bonnes bases, mais faut quand même aller voir après ce que c'est que vraiment être un chef de poste. Oui, on est tous d'accord avec ça. Une école donne des bases, mais quand on sort de l'école, on n'est absolument pas chef. Néanmoins, il y a une chose aussi qu'il faut souligner, c'est que le temps qu'on passe à l'école est un temps aussi de réflexion. C'est un temps de réflexion, c'est un temps d'échange, c'est un temps où on rencontre des gens de sa génération, avec lesquels on va se confronter, avec lesquels on va peut-être aussi faire le point sur sa propre culture.
essayer de progresser sur ce plan, et puis surtout avec lesquels on va essayer de faire ensemble des productions, des films, en essayant de s'approcher le plus possible de ce qu'on désire faire. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer, je dis bien, à approcher les difficultés de ce que c'est qu'un travail en équipe, de ce que c'est que le relationnel, de ce que c'est qu'un poste à l'intérieur d'une équipe, de ce que c'est que la confiance qu'on se fait à soi-même et qu'on fait aux autres, et de mettre à l'épreuve aussi les acquis techniques. Et il est bien clair là-dessus, sur ce plan, qu'une école peut apprendre des techniques, mais ne forme jamais, on ne peut pas apprendre le talent, on ne peut pas apprendre tout ça. On peut donner les moyens d'y arriver, on peut proposer des choses. Et surtout, moi je crois beaucoup à, en effet, ces rencontres entre gens du même âge qui se posent les mêmes questions finalement et qui vont se prendre ensemble, qui vont essuyer quelques plâtres avec quelques réalisations qui seront plus ou moins réussies, même si elles sont bien encadrées, et qui ensuite vont persister au-delà de l'école à se voir, à se rencontrer, en tout cas pour ceux qui auront pris une bonne habitude entre eux, et qui, en effet, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, vont se créer des réseaux. C'est là que ça se crée. C'est dans les grandes écoles comme la FEMIS ou comme l'ESRA, puisque je suis à l'ESRA, que vont se constituer les futures équipes, les futures rencontres et les associations entre les différentes compétences et les différents talents qui vont se mettre en place dans le futur. Sauf qu'on parlait tout à l'heure d'apprendre une technique, mais aussi une culture. Dans les 30 dernières années, il y a un accès au cinéma qui s'est fait de manière différente, via d'autres outils, via la vidéo, via une culture de vidéoclub, via Internet. Genre, moi, je connais plein de personnes qui veulent faire du cinéma qui ne veulent pas faire d'école, mais qui sont convaincus d'avoir acquis une culture via l'accès au film. Est-ce que cette pédagogie-là, elle est prise en compte aujourd'hui dans l'enseignement pédagogique ? Ou est-ce que ça reste sur des choses purement basiques, techniques ? Non, moi je crois que c'est une pratique d'abord de vouloir faire du cinéma. Et qu'il faut passer, de toute façon, dans une école, il y a une partie théorique, mais il y a une partie pratique. Quand on se met à écrire des scénarios, à tourner un film, à faire la post-production, etc., on va se confronter d'abord à la réalisation de ses propres idées et on va se confronter au conditionnement technique, aux problèmes que ça pose. Et il faut mettre, comme je dis, les mains dans la farine pour voir comment le gâteau va se faire. Et à partir de là, on éprouve certaines choses. Je dirais qu'au-delà de ça, ça ne suffit pas et je conseillerais de faire aussi des stages en extérieur pour confronter cette pratique et ce qui a été vu et senti dans le microcosme de l'école, d'aller le mettre un petit peu au sein des entreprises ou dans un film ou sur un long métrage ou sur des productions de téléfilms, etc., de le confronter à une autre réalité qui est la réalité professionnelle et notamment les rapports des équipes entre elles avec un réalisateur. Et là, on est dans un but de fabriquer un film qui est pour quelque chose et qui n'est pas un essai en l'air, si je puis dire. Voilà. Et cet ensemble de choses va construire petit à petit ce que j'appelle un début d'expérience, un sentiment qui, pour certains, vont les confirmer dans le fait qu'ils veulent faire ce métier-là, qui ont envie de le faire, et d'autres qui vont un peu leur dire que c'est pas le bon. Il y a aussi une chose qui me paraît aussi importante dans une école, je ne sais pas si vous le faites à la FEMIS, c'est la pluridisciplinarité pendant un moment, c'est-à-dire de pouvoir faire un coup de travailler à la déco, un coup de travailler à la lumière, un coup de travailler à certaines choses, pour se rendre compte un petit peu de ce que sont les métiers des uns et des autres. Et en même temps, en passant par tous ces essais, ça permet d'éprouver soi-même ce vers quoi on est le mieux tenté. Parce que, au départ, avoir la passion du cinéma, une passion c'est bien, mais encore faut-il la mettre en forme et la vivre ensuite et se donner les moyens. Ça suffit pas de se dire je suis passionné de cinéma, à mon avis. Moi je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure et puis ce matin aussi, et qui m'a frappé, c'est en fait ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de ne pas assimiler ou de ne pas confondre ce qui est un parcours pédagogique et ce qui est de l'ordre du métier. C'est-à-dire qu'on dit que l'école, en gros, facilite le meilleur chemin qui mène finalement de la filière d'enseignement au métier, mais que le métier, nous, on n'apprend pas le métier ça s'apprend après. Donc on essaye de dire ça aux étudiants, ce qui nous évite un peu de leur dire qu'ils sont des chefs de poste ou des choses comme ça dès qu'ils sortent, donc ça, on a déjà ça. Et pour la façon d'amener à ça, justement, on a décidé, nous, de faire, depuis longtemps déjà, le cursus en 4 ans, et il y a 2 ans de généraliste, où tous les étudiants passent par tous les postes, c'est-à-dire il y a des cours théoriques suivis d'exercices qui sont des réalisations, son, image ou autre,
quand je dis tous les postes, ils construisent aussi des décors, ils refont des séquences, etc. Et ensuite, il y a 2 ans de spécialité. Et au cours de ça, il y a tout un tas de stages qui sont effectivement des contacts avec le monde professionnel, quoi. Donc il y a ces 2 jambes, et je crois que ce serait une erreur d'assimiler un parcours pédagogique, encore une fois, avec le métier, quoi. C'est-à-dire, quand on pose des contraintes, par exemple sur des travaux de son ou sur des travaux de réalisation où on ne dit pas de musique dans tel exercice, ça ne veut pas dire qu'après, évidemment, on met pas de musique. Mais c'est que dans un parcours pédagogique qui est conçu sur une durée, on s'y prend d'une certaine façon pour essayer de encore une fois, construire ce meilleur chemin. Quid de Louis Lumière? Alors, sur tout ce que nous venons ce que vous venez de dire et ce que je viens d'entendre, moi je suis tout à fait évidemment d'accord sur le point de vue que vous avez développé du point de vue artistique, parce que moi je présente souvent dans les journées portes ouvertes une fausse équation mathématique, c'est-à-dire qu'il faut être 100% artistique et 100% technique aussi, ce qui est complètement faux, vous me l'accorderez au niveau mathématique, mais qui est la réalité de nos métiers. C'est-à-dire que c'est une des grandes difficultés. Il faut avoir un gros bagage, on va dire, que nous allons appeler scientifique, technique, et un très gros bagage aussi artistique pour pouvoir rentrer dans un film, quel qu'il soit d'ailleurs, et l'amener à bien avec des propositions dans les différents corps de métier et surtout aussi vers le maître d'œuvre, le réalisateur. Il faut intégrer le sujet. Alors par rapport à mon collègue, là, on n'a pas tout à fait la même opinion évidemment sur la façon de procéder au niveau enseignement, mais enfin après... C'est la réalité de la vie qui démontre lesquels qui s'en sortent. J'imagine que tout le monde s'en sort bien aussi. Je veux dire que nous, on a un taux d'absorption, on va dire, par la profession relativement très bon aussi des étudiants. Après, c'est une formation de petit nombre, il ne faut pas l'oublier aussi. L'aphémiste comme Louis Lumière forme des petits groupes, c'est une politique d'excellence sur des petits nombres, avec un très gros filtre qui est fait à l'avant aussi, puisqu'il y a un concours difficile qui est pour qu'on passe à Bac plus 2 aussi, avec un nombre de 120 ECTS confirmés au moment de l'admission dans l'établissement. Après, les études durent, pour ce qui est de l'école Louis Lumière, sur 6 semestres, puisqu'on est dans un système LMD, c'est-à-dire 3 ans, avec la possibilité d'avoir un 7e semestre aussi sur un parcours pour des personnes qui iraient par exemple à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi là-dessus? Je veux dire qu'on est ouvert évidemment à les nouvelles technologies, puisque c'est un peu j'ai cru comprendre le but de la réunion. Donc les enseignements vont aussi dans ce sens-là. Ça ne nuit en rien, et au contraire, ça renforce la conception artistique aussi, puisqu'il y a d'autres contraintes à prendre en compte à ce moment-là. Nous sommes évidemment ouverts vers le cinéma, et nous le pratiquons en 2 cas, le cinéma numérique et sur l'enseignement du relief, qui, même si c'est peut-être une mode, et ça c'est l'avenir qui le déterminera, c'est pas nous l'enseignons aussi, pour permettre, tant du point de vue artistique, et ça j'insiste très lourdement là-dessus, tant du point de vue technique aussi, d'avoir des gens qui sont compétents et qui puissent être intégrés dans les équipes à la sortie. Avec quand même une question qui se pose dans la mesure, qui est le même souci pour les techniciens qui ont été évoqués au long de la journée, qui est que comment enseigner le cinéma à partir d'outils qui se renouvellent régulièrement, qu'il faut donc réapprendre régulièrement. Comment ça se passe? Moi, je peux répondre à ça là-dessus aussi, parce que je suis extrêmement vigilant à ça. On n'enseigne pas une pratique de presse-bouton et d'outils. On enseigne des concepts, des connaissances aussi techniques et artistiques, mais dans le cas de ma collègue du montage, le système, qu'importe le système, à la limite, qui s'appelle Avid, on va faire de la publicité, ou Final Cut, aussi pour les 2 gros systèmes employés actuellement. Il y en aura peut-être un 3e dans quelques années aussi qu'on ne connaît pas encore, mais c'est l'apprentissage du montage qui est important et pas forcément de l'outil presse-bouton. Ouais. Est-ce que c'est le cas chez vos collègues? Oui, pour nous c'est pareil. On essaye justement encore plus avec l'arrivée des nouvelles technologies, déjà depuis quelques années, mais de séparer ce qui est l'apprentissage des logiciels, par exemple logiciels de montage, mais qu'on n'appelle pas cours de montage, c'est des cours de logiciels Final Cut ou autre, donc, pour reprendre l'autre publicité. Mais on n'appelle pas ça cours de montage. Voilà, on dit ça c'est des cours de logiciels. Et nous, la façon d'aborder le montage, dans ces 2 années notamment de généraliste, c'était que tous les réalisateurs montent et tous les monteurs réalisent.
Voilà, on essaye de faire passer tous les gens par cette étape-là. C'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Encore une fois, dans le parcours pédagogique, ça ne veut pas dire qu'après, tous les gens doivent monter leur film, hein. Mais dans la pédagogie de l'école, c'est très important. Et après, effectivement, quelle que soit la technologie, puisqu'on monte encore, nous, des films en analogique sur quelques exercices, en pellicule, pour que les gens voient aussi comment c'est. On monte des films en virtuel, ils travaillent, je dirais, avec l'appareil Arbolex et avec des caméras numériques, et on ne fait pas de hiérarchie, justement, au niveau de l'outil, quoi. Après, dans les années, ou plutôt dans les parcours où les gens se spécialisent, bon, effectivement, il y a des cours plus techniques, mais c'est pas ça qui fait les films, on est bien d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est très important, c'est d'apprendre la méthode, c'est-à-dire pourquoi on fait ça et pourquoi on manie l'outil, quoi. Au-delà de la manipulation de l'outil lui-même, qui n'est pas à négliger d'ailleurs. Il faut connaître aussi, il faut savoir aussi comment ça marche, bien entendu. Il n'est pas question de travailler avec des choses qui sont totalement obsolètes et tout. Pas non plus question de travailler avec des choses qui n'existent pas encore, qui seraient à la pointe, où on serait toujours à chercher un nouvel outil. Simplement, vraiment, savoir, comprendre le concept, pourquoi on le fait. Il y a toute une partie de réflexion artistique qui est liée à l'application de son propre travail. Et je crois que ce qui convient, ce qui est très important, c'est que les étudiants soient capables ensuite eux-mêmes de s'adapter complètement, d'adapter leurs compétences et leur travail aux outils qu'ils vont rencontrer, puisque les outils vont changer tout le temps, tout le temps. Moi, depuis que je connais le cinéma, ça a toujours changé et bougé. En revanche, il faut soi-même pouvoir s'adapter aux nouveaux outils et garder le cap de sa propre création, de ce qu'on apporte, de ce qu'on va être capable d'apporter avec les outils dont on dispose, dans un sens de création, quoi. Au long de la journée, il y a aussi une récurrence qui est apparue, qui est qu'il y a quand même un souci sur l'économique, sur la production. Et là, même si la FEMIS a des filières sur l'exploitation et peut-être sur la production, me semble-t-il, est-ce qu'il n'y a pas là une carence des écoles de cinéma qui devraient aussi apprendre l'économique et la production, en plus des bases purement techniques? Probablement, mais je crois que... Pardon, allez-y. Oui, non, juste un mot. On a mis en place à l'ESRA, dans ce sens, des masters qui sont orientés vers la production, distribution, précisément dans cet esprit-là, oui. Alors, dans le cadre des études qui sont faites à l'école du Lumière, on travaille toujours aussi dans un but économique. C'est-à-dire que tous les postes sont pas responsables au sens civil du terme, mais connaissent parfaitement le coût aussi de l'exploitation et doivent le maîtriser au mieux. Ça fait partie des cahiers des charges. C'est la même chose à l'ESRA. Juste une chose, là je vous entends parler à propos de cet enseignement, des enseignements, donc on parle des outils, on parle des carences, etc. Moi j'ai quand même un petit peu le sentiment par rapport à toutes ces écoles dites spécialisées, c'est-à-dire elles parlent de cinéma, elles dissèquent le cinéma à longueur de journée, elles forment des gens pour le cinéma et pas pour autre chose. Qu'est-ce qui est commun aux chefs décorateurs, aux chefs opérateurs, aux mixeurs, aux monteurs, aux chefs costumiers, à tous les chefs de poste auxquels ces jeunes se destinent? C'est pas la technique, c'est pas l'outil, c'est la relation avec le réalisateur, donc la psychologie, la capacité de parler l'anglais, et des choses qui, a priori, n'ont rien à voir avec un logiciel, un presse-bouton. Voilà, ça, c'est une réalité de terrain qui est commune à tous les corps de métier. Vous n'aurez pas un chef de poste qui vous dira ok, c'est bien, tu sais travailler, tu sais manipuler ton objet, etc. Mais tu sais, le plus important, c'est que tu t'entendes bien avec le réalisateur et il faut comprendre ça. Et ce savoir-faire-là, il pourrait être absolument, je pense, abordé comme étant un cours de psychologie, de sociologie, voilà, ça touche à tout ça. C'est un truc, voilà. Juste en aparté. Et il est aussi parce que, par exemple, nous on invite un réalisateur qui va prendre des étudiants pour, il y en a dans la salle là, je vois, peut-être ça va leur rappeler des choses, qui prend des étudiants, bon, comme chef de poste technique, tout ça. Et en général, le réalisateur invité, il est un peu sidéré. Parce que au début, nos étudiants, ils se roulent une cigarette en disant 5, 6 ou 4, qu'est-ce que t'en penses? Bon, et alors il vient leur dire, mais attends, si tu fais ça sur un plateau, ça va pas du tout. Bon. T'es mort là. T'es mort, voilà. Donc voilà, c'est une façon de commencer à pénétrer ça et à discuter de ça aussi, quoi.
petit à petit qui s'organise. L'ensemble des cours que nous appelons tout cours, TD, TP, on peut donner tous les noms de la terminologie là-dessus, applique bien évidemment aussi cette méthode. On n'a pas de spécialistes psychologues qui viennent enseigner, c'est vrai. Mais on devrait peut-être avoir des psychiatres d'ailleurs des fois. Non, mais je suis très sérieux parce que on peut s'amuser à discerner dans nos expériences professionnelles, on peut s'amuser à discerner les dominateurs, des interrogatifs, donc des cursus psychologiques, des dessins psychologiques. On en parle entre nous, on dit attends, celui-là tu l'as pratiqué, fais gaffe, c'est un tueur. Un tueur, tu vas voir, il va te faire ça. Il y a des, il y a des cases quand même. Et ces gens-là, faut les manier. On a à l'intérieur d'eux-mêmes, ça existe aussi dans la promotion, comme dans la promotion, tout le monde fait tout dans la promotion en passant par différents postes. Donc, on se retrouve avec ces cas psychologiques au niveau d'une école. Alors évidemment, on retrouve le même cas vis-à-vis de l'intervenant, qui peut être vous, par exemple, aussi. Oui, tout à fait. Qui vient avec son passé, ses connaissances. Donc, l'école ne forme pas, je veux dire, des gens qui sont prêts à l'emploi en sortie. Ils sont possibles d'emploi. Après, évidemment, l'expérience professionnelle qui va durer quelques années, là-dessus, elle est discutable. Non, mais attends, il faut faire quand même le point. Il n'y a pas que des cours techniques dans une école. Quand on apprend, et là aussi il y a des techniques, mais ça dépasse ça. Quand on a des cours sur, par exemple, l'assistanat de réalisation, quand on a des cours sur la régie générale, quand on a des cours sur la direction de production, c'est pas simplement des cours techniques pour savoir gérer un budget. C'est quel est le rapport aux autres à l'intérieur de l'équipe, quel est le rapport au réalisateur, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a. Les profs qui sont là on raconte aussi des choses qui sont passées, éclaire un petit peu là-dessus. Ensuite, il leur restera évidemment à eux à vivre leurs propres histoires là-dessus. Quand ils font leurs films, elle sera à l'intérieur de chaque année où ils ont des films à faire, ils ont déjà une approche aussi de ce que c'est que cette relation entre une équipe. Évidemment, ça n'a rien à voir ensuite à un vrai rapport professionnel. Mais il ne faut pas croire que les cours sont dénués de tout ce genre d'explications, bien au contraire. Et pour l'anglais, il y a aussi des cours d'anglais, parce que ça me paraît indispensable. Bien sûr, mais non, ce que je voulais dire, c'était que on parlait dans la réunion précédente du caractère artisanal de nos métiers, et je pense pouvoir y associer pas mal de branches. Ça induit que dans la pratique, c'est une affaire d'humain. C'est la grosse partie de la réussite du travail passe par la qualité de la relation qu'on arrive à établir et à poser. Et ça, c'est ce qui vous constitue, qui vous permet ou non de le mettre en place. Ça, c'est dans tous les métiers. Et je ne dis pas qu'une école doit être nécessairement faite pour former les gens à ça. Bien au contraire, c'est la vie, c'est comme ça. Et que je trouve ça très bien qu'une école puisse dire attendez, on n'est pas en train de vous former pour être chef de poste ou quand vous allez sortir de là, vous serez prêt pour aller sur le marché du travail. Non, une école, je pense que c'est un espace de liberté, de création, où les gens sont censés se nourrir et se préparer à une destinée et développer leur motivation au sein d'un cadre de liberté et de non-contrainte. Parce que quand ils sortent, c'est autre chose. Je vais reprendre une phrase que j'avais bien aimée dans la présentation de la journée. Brigitte Aknan disait avec les outils, on peut avoir l'impression de se professionnaliser chez soi. Ce qui est donc illusoire. Et de la même manière, une école ne forme pas un professionnel accompli. De la même manière que chez soi, on peut apprendre vachement de trucs, mais on n'apprend pas une relation de couple en étant tout seul devant son ordinateur. De la même manière, on n'apprend pas 6 mois de montage sur un film dans une école où pendant 2 ans, on va apprendre, ou 4, des tas de trucs absolument formidables. Ça ne remet absolument pas en cause la formation donnée par les écoles, mais en aucun cas, on est chef de poste en sortant. Alors apparemment, toutes les écoles disent bien à leurs étudiants qu'ils ne sont pas chefs de poste en sortant. Il n'empêche que dans les salles de montage, en parlant du montage, nous sommes parfois confrontés, ou appelant par tous les CV qu'on reçoit et les nombreux coups de fil en tant que professionnel, je pense que tous vous avez été confrontés, à des gens qui disent voilà, je voudrais faire du montage, alors voilà, vous avez monté dans le métrage, alors moi je voudrais aussi devenir chef monteur de long métrage, alors voilà, qu'est-ce que je fais, vous avez des adresses à me donner, des gens que je pourrais appeler, etc. Donc c'est des choses qu'on va apprendre petit à petit et il faut rappeler à ces gens, et ce n'est pas forcément fait dans toutes les écoles. En plus, pour le montage, nous, il y a juste l'AFEMIS qui forme, je crois, 6 étudiants par an
en général, alors qu'il y a en gros 500 personnes qui vont sortir de BTS au moins avec une section montage. Donc de toute façon la proportion de ces écoles-là par rapport à la proportion de toutes les gens qui vont avoir une formation technique dans le montage et qui souhaitent faire du montage, elle est minime. Il y aura énormément de gens qui vont souhaiter faire du montage et certains pensant qu'en arrivant on monte. C'est pas tellement qu'ils vont se dire je suis chef monteur, c'est on monte. Non, en sortant d'une école que ce soit une formation continue professionnelle ou une école qu'on a fait en sortant d'école, du système scolaire, ça va être on va rentrer dans le montage. Ce qu'on aura pu apprendre, c'est qu'on aimait ce métier et qu'on souhaitait s'y consacrer, mais on va donc pouvoir entamer sa formation professionnelle. Je pense plutôt en sortant de l'école, quelle qu'elle soit. Et elle ne sera donc, elle va durer longtemps puisqu'on a vu avec ce matin les premiers chefs de poste qu'il fallait une dizaine d'années de pratique généralement avant d'arriver chef de poste pour le montage. Et elle ne pourra être riche et complète que si elle est variée généralement. Donc par l'école effectivement on crée des réseaux qui permettent parfois de participer à des courts-métrages puisqu'on a rencontré des réalisateurs, vont faire des courts-métrages toutes les étapes et il y aura cette étape indispensable des assistants qui est quelque chose qui ne se maintiendra que si tout le monde a conscience qu'il est important pour être chef monteur d'être assistant sur toute une durée. Donc là, c'est attention, les écoles qui balancent beaucoup de stagiaires conventionnés et qui vont être pris par les productions, embauchés comme des assistants, c'est-à-dire des monteurs adjoints, qui vont donc prendre la place de professionnels, qui vont être monteurs adjoints pendant la durée de leur stage conventionné, qui ensuite vont se retrouver vide juridique parce qu'on n'a plus la protection de l'école, les productions ne vous embauchent plus, et puis non, sur les films, non, je ne vais pas t'embaucher parce que l'école va me fournir un autre stagiaire conventionné. Donc il y a aussi une spirale extrêmement négative sur l'emploi en général et la formation qui devrait être plus stable pour les professionnels qui commencent à rentrer dans le métier, à cause de ces stages et de tous ces débutants à qui on fait croire qu'après un petit stage gratuit, ils vont être embauchés. Non, après un stage gratuit, il va être remplacé par un autre stagiaire gratuit. Ça, c'est pas un problème des écoles, c'est un problème des productions. Parfois des écoles, beaucoup de conventionnent. Non, mais c'est un problème des c'est écoles. Pas les écoles. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Axel, mais ce ne sont pas les écoles qui sont demandeuses, c'est les entreprises qui font des demandes à n'en plus finir. Et nous, il faut qu'on soit très très clair là-dessus et qu'on fasse très attention à quelle est cette demande, car un vrai stage, c'est entouré par des professionnels et un reste stagiaire entouré par des professionnels. Mais c'est pas vérifié par les écoles, par contre. J'avais pas fini. C'est un problème des productions, c'est-à-dire d'utiliser des stagiaires comme assistants. C'est un vrai problème des productions. D'ailleurs, la FEMIS, qui est un département production, pourrait former. Je ne sais pas à quel point on dit aux étudiants producteurs qu'il faut pas faire ça, mais bon, voilà. Mais en revanche, les écoles, il y a pas de vérification. Il y a aucune vérification de ce qui est fait en stage et il y a aucun stop des écoles qui dit attention. Si, il y a de la vérification. Enfin, en tout cas, chez nous, il y a de la vérification. Ça, moi, je peux répondre. Parce qu'on s'est confronté justement. Et en plus, nous, on exige qu'ils soient payés. Parce qu'au niveau des conventions qu'on signe, je les signe. On fait, évidemment, le filtre, il peut aussi avoir des trous. Je ne vais pas dire que c'est absolument parfait, mais on contrôle en général que les personnes aussi ne viennent pas en remplacement d'un poste d'assistant opérateur, par exemple, si le poste n'a pas été fourni. Tout à fait. C'est la Alors, je ne vais pas prétendre que le système fonctionne à 100%. C'est comme l'énergie nucléaire aussi. Il y a des ratés, des fois. On espère qu'elles soient les moins importantes possibles. Et d'autre part, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous exigeons d'avoir un maître de stage qui se porte garant sur cela, avec un retour écrit de ce qui s'est passé, etc. Et on téléphone et on va voir quelquefois pour voir ce qui se passe. Il arrive, évidemment, comme nul n'est parfait, qu'il y a des débordements et qu'il y a des choses comme ça. Dans ce cas-là, nous retirons immédiatement les entreprises en question des demandes de stage qu'elles peuvent proposer, premièrement. Deuxièmement, on fait tout notre possible pour se garer de ça, parce qu'il y a évidemment énormément d'abus avec ces conventions-là, de la part des entreprises, encore une fois, qui voudraient prendre comme professionnels des gens qui ne sont que des stagiaires et que des étudiants. Il faut faire très attention à ça.
Est-ce que c'est la même chose à Les Havres, qui a une spécificité d'être une école en province? Là où on le sait, il y a une centralisation du cinéma sur Paris. Est-ce que ces rapports-là sont les mêmes? Alors, ce sont sûrement pas les mêmes parce que justement, par rapport au réseau dont vous parliez tout à l'heure, nous, on a quand même un réseau d'anciens étudiants, certes, mais on n'a pas le réseau que peut avoir la FEMIS, par exemple, à Paris, avec les productions parisiennes. Donc, c'est vrai que pour les stages et la formation, ce qu'on appelle, nous, la formation en alternance, il y a, par exemple, la semaine dernière, il y a un téléfilm qui s'est tourné, projeté, tout ça. Bon, il y avait 17 stagiaires. Et là, je suis sûr qu'effectivement, il y avait des stagiaires qui remplaçaient sûrement des techniciens. Mais il y avait aussi des anciens étudiants qui étaient devenus techniciens, c'est-à-dire il y avait des stagiaires, il y avait des anciens étudiants qui étaient aussi chefs de poste, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué parce qu'il y a sans doute beaucoup moins d'occasions de tourner en province. Alors, les étudiants viennent aussi à Paris ou ailleurs ou à l'étranger, hein. Mais c'est plus compliqué. Bon, par contre, les conventions de stage sont régies par la loi et nous, on a des cadres dans lesquels on doit s'inscrire. J'ai dit payer tout à l'heure, c'est pas le terme juste puisque c'est une rémunération, c'est pas un salaire. Hein. Mais en fait, on a arrêté d'accepter, à exception près, bon, il peut y en avoir une ou deux qui passent, mais enfin des stages gratuits. Hein. Donc déjà, le fait d'avoir demandé que les gens soient rémunérés et que ce soit pas que symbolique non plus, quoi. Bon, ça a amélioré un peu ces rapports-là. Alors c'est vrai aussi qu'il y a des étudiants qui sont prêts à aller travailler gratuitement, même sans qu'on le sache. S'il n'y avait pas la convention de stage, on ne le saurait pas. Mais comme il y a ces conventions de stage et pour qu'ils soient couverts, les productions les demandent, bon, en général, on est obligé d'être au courant, quoi. Enfin, même pas en général, nous sommes obligés d'être au courant. Voilà. Mais ce que vous dites sur le fait qu'il y a des étudiants qui sont prêts à travailler gratuitement, ça me fait rebondir sur une question qui a été posée, qui est-ce qu'on parle de production dans les écoles? Et pour ma part, je pense que c'est pas des cours de production qu'il faut donner aux gens, parce que les cours de production, on les a très vite quand on rentre dans le métier. On a vite compris comment ça marche. Il y a plein de choses qui nous tombent dessus. Ça fait partie de l'apprentissage. Par contre, ce qui est important et que je trouve qui est pas assez abordé quand on est pour les jeunes techniciens, c'est comment on résiste à une production en disant non, je ne travaille pas au SMIC. Parce qu'un métier, un mixeur, un monteur, ça ne se paye pas au SMIC. Et le gros problème, et je pense que ça rejoint un débat qu'il y a eu ce matin, donc voilà, c'est que comme quand on sort d'une école, on est prêt à tout pour travailler parce qu'on a besoin de travailler, parce que, bon, pour prendre l'exemple de la FEMIS, on est en bac plus 6, donc ça fait 6 ans qu'on est supporté soit par des parents, soit par une bourse, et qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on mange, quoi. Donc, et puis parce qu'il y a une envie de cinéma, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui font qu'on est prêt à beaucoup de choses. Et ce qu'on nous dit pas assez, je trouve, avant, alors on a la chance d'avoir des intervenants qui nous préviennent et tout ça, c'est de parler de production, mais dans le sens comment on négocie un salaire, comment on parle de ça, et comment on dit à une production, ben non. Mais bien sûr que si, qu'on en parle dans les écoles. Non, moi j'ai parlé pour la FEMIS, mais ne dites pas que c'est pour la totalité des écoles. Là, je me serais en faux, je suis désolé. J'en parle, moi, dans mon cours, personnellement. Et nous, on fait intervenir la même chose qui se fait ici, c'est-à-dire il y a des associations de techniciens qui se sont créées. Et donc, d'abord, c'est assez récent, c'est depuis 1 an. Hein. Mais d'abord en 2e année sur une ou 2 journées, puis ensuite en 3e année sur 1 semaine. Il y a des délégués syndicaux, il y a des représentants de tout un tas d'organismes qui interviennent. Pour répondre, je parle pas que pour la FEMIS, parce que moi la FEMIS, ça fait quand même bientôt 9 ans que j'y suis plus. En revanche, je suis technicienne, je bosse avec des productions, avec des stagiaires, avec des gens toute la journée. Si les écoles en parlaient tant que ça, comment vous expliquez qu'aujourd'hui, moi l'année dernière, on m'a proposé 3 films au SMIC, et j'ai pas un CV de premier film. Hein. On m'a proposé 3 films au SMIC que j'ai refusés. Il y a eu finalement quelqu'un qui l'a accepté. Et donc, si vous voulez, je peux vous donner un mot accepte, d'explication là-dessus. Ouais. Un mot d'explication là-dessus, c'est pas qu'on n'en parle pas. Moi, je peux vous dire que dans mon cours de production, j'aborde les conventions collectives, j'aborde ce que c'est que traiter un contrat avec un directeur de production, comment on le traite, sur quelle base, qu'est-ce que ça veut dire être forfait, qu'est-ce que ça veut dire être prorata des heures, qu'est-ce que c'est que les heures supplémentaires, comment elles se calculent, comment ça s'applique, pourquoi ça s'applique pas, pourquoi on vous demande parfois de travailler à moins 20, moins 30 ou moins 40%, est-ce qu'il faut accepter, est-ce qu'il faut pas accepter. Moi, je me brûle là-dessus, je dis mon point de vue, j'ai pas peur de le dire. Sauf que la question sur laquelle on se pose, c'est que les jeunes gens qui ont 20 ans ou 22 ans
ils ne se situent pas tellement, eux, dans un système économique dont la plupart du temps, ils n'ont même pas conscience de ce qui se passe. Même pas. Et là, c'est plus un problème d'école, de cinéma. C'est un problème de connaissance, de citoyenneté même, pour eux, par rapport à ce qu'ils sont dans la vie et comment ils se situent. Et la grande question qu'ils posent aussi, mais monsieur, si je n'accepte pas de le faire, un autre le prendra à ma place et le fera à ma place. Ils n'ont donc aucune notion non plus de ce que c'est qu'un syndicat, de ce que c'est qu'un regroupement, de ce que c'est qu'une défense des intérêts. Et nous allons même parfois jusqu'à faire des cours de comment se sont mis en place les défenses des techniciens du cinéma, qu'est-ce qui se passait dans les années 30 et dans les années 40, qu'est-ce que c'est que ça a été les grèves et pourquoi ils bénéficient de ça aujourd'hui et pourquoi ils ont encore pour l'instant les 507 heures et je ne sais pas si ça va durer, mais c'est tout ça dont il faut parler, dont on parle. Sauf qu'on se heurte à une méconnaissance de leur situation personnelle à eux dans la vie, tout simplement. Est-ce que vous, c'est un autre problème. De cet échange-là, est-ce que vous ne heurtez pas aussi quelque chose, mais qui est récurrent à tout l'enseignement, qui fait que l'enseignement face à une réalité. Alors voilà. C'est pas un problème d'enseignement, là, c'est un problème de citoyenneté. Ah, tout à fait. C'est un problème parce de que les cours que vous donnez, je pense que tout le monde nous les donnons tous, évidemment, avec les résultats qu'on connaît dans la vie professionnelle. Alors, moi, j'ai l'âge d'en parler maintenant. Moi, j'ai commencé aussi mon métier comme opérateur. J'ai monté les échelons avant de travailler dans des écoles aussi. J'ai connu ce problème, il y a 40 ans aussi. Sauf qu'il y avait un noyau professionnel qui était beaucoup plus fort aussi. Ouais. Et les gens qui acceptaient contre vous, ils étaient marqués après. Oui. Là maintenant, c'est monnaie courante d'accepter derrière quelqu'un. Oui, il n'y a pas que des étudiants qui acceptent des tarifs en dessous du minimum syndical. Ouais. Et je sais que dans les années 70, parce que j'ai connu ça à cette époque-là aussi, attention, on était tricard après si on faisait ça. Vous pouvez changer de métier, quoi. C'est sûr qu'il y a un problème d'instruction civique et que là, c'est peut-être pas aux écoles spécialisées en cinéma. Cependant, effectivement, des discussions de journées de professionnalisation de ce que ça veut dire, de ce que c'est qu'un métier, l'histoire d'un métier, l'histoire d'une convention collective, de syndicats, d'associations, et de comment le métier se vit, c'est quand même rudement utile, et je ne suis pas sûre qu'il y en ait dans toutes les formations, c'est-à-dire que je ne pense pas que les BTS en aient. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un de CLCF qui disait qu'il faisait une petite formation de 2h30 sur qu'est-ce qu'un métier, enfin je ne sais plus exactement quel est l'intitulé, mais qui parlait effectivement d'une vie professionnelle, qu'est-ce que ça signifie. Donc, et ça, c'est effectivement quelque chose certainement qui pourrait être développé, qui ne demande pas des moyens techniques. Ça ne demande pas 4 audits, tout ça. Ça ne demande pas des moyens techniques, ça demande pas besoin de logiciel, un prof. Voilà, ça demande un prof et de la motivation. Ça pourrait être fait d'ailleurs en première année, deuxième et troisième année, c'est-à-dire avec à chaque fois un approfondissement, puisque les élèves ayant parfois fait des stages ou fait des choses, et puis ayant grandi tout simplement dans la vie, prendraient peut-être un peu plus conscience des choses en lisant un peu plus les journaux, etc. Donc ils auraient plus conscience de ça. Mais maintenant, je voulais revenir à cette histoire des stages surveillés par les écoles. Là, on a bien vu le glissement entre nous faisons attention à ce qu'ils ne prennent pas, à ce qu'ils ne soient pas chefs de poste. Mais attention, un métier, ça s'apprend avant par l'assistant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il soit assistant de monteur adjoint, en ce qui concerne le montage, par exemple, stagiaire. Et un stagiaire, et c'est dans les conventions collectives, ne peut exister que si le poste de premier assistant existe, et le premier assistant avec le chef monteur. Enfin, il y a toute une lignée comme ça. Donc, il ne faut pas simplement surveiller que les stages ne prennent pas le poste de chef de poste, qui est arrivé, en tout cas dans des tas de projets télévisuels, il est arrivé des choses comme ça. Ça a été assez dénoncé, surveillé, mais c'est pas toujours terrible. Mais pas non plus le poste d'assistant. C'est-à-dire, il y a vraiment plusieurs étapes. Pour les opérateurs, il y en a 3 ou 4. Pour nous, il y en a 2 ou 3. Axel, je crois que la question est cruciale pour le montage, essentiellement. Il y a beaucoup d'abus comme ça. Il faut un mot quand même sur qu'est-ce que c'est, parce que tout le monde parle des conventions. Qu'est-ce que c'est qu'une convention de stage? Alors, 2 mots. C'est extrêmement simple. Ça veut dire, passer une convention entre l'école et l'entreprise, ça veut dire que la couverture sociale de l'élève ou de l'étudiant qui est couvert par l'école, cette couverture sociale est extensible au domaine de l'entreprise. Ce qui veut dire tout simplement que la production, l'entrepreneur qui prend le stagiaire, n'a rien à payer en tant que couverture sociale pour le gamin. Donc évidemment que c'est tout bénef pour les entreprises. Voilà. C'est une arme à double tranchant complète.
d'un côté, ça amène l'insertion professionnelle, mais son revers, ça peut amener une insertion professionnelle aussi qui peut être désastreuse. Cependant, moi, je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un devenir chef de poste en sortant d'une école. Oui, parce que ça serait suicidaire en plus. Voilà, j'allais le dire aussi. Le premier et le dernier, deux à la fois. Enfin, moi, j'ai jamais vu non plus, et ça reste quand même une façon très très concrète pour que les gens commencent à travailler, quoi. Faut pas non plus qu'on bascule dans le catastrophisme, j'ai l'impression inverse. Mathieu. Moi, je voudrais vous parler un peu j'ai une vision vraiment sur un plateau, qu'est-ce que j'attends d'un stagiaire. C'est vrai que de plus en plus, on a du mal vis-à-vis des productions, déjà à avoir l'équipe que l'on souhaite avoir, le minimum qu'on souhaite avoir. Et que, je dis pas que c'est pas la faute des stagiaires, c'est que les productions aimeraient qu'un ou deux postes qui sont essentiels à la fabrication d'un film deviennent des postes de stagiaires. Alors, pour l'instant, tant qu'on était en argentique, j'arrivais à me défendre en disant, écoutez, moi je suis garant du négatif que j'impressionne, vous me mettez un stagiaire. Par contre, à partir de ce moment-là, demain, vous ne m'appelez pas s'il y a un problème, que le pellicule est voilé. C'est vous qui avez pris cette responsabilité, et donc je me défausse de... Et pour l'instant, ça m'a permis d'arriver à avoir l'équipe essentielle. Et puis après, quand on disait, mais ça serait bien qu'on ait un stagiaire, oh là là, et en plus, vous voulez un stagiaire, c'est-à-dire tout d'un coup, ce qu'on grignotait pas d'un côté, tout d'un coup, on voulait un stagiaire en plus. Alors que pour eux, très souvent, c'est une personne en moins, un stagiaire, et non pas une personne en plus. Parce que ça bouffe aussi. Enfin, je veux dire que d'une certaine façon, ils espéraient payer un salaire en moins, et tout d'un coup, ils ont une bouche à nourrir en plus. Et ça, c'est devenu assez odieux, parce que c'est en effet... Deuxième chose, nous faisons en tant que chef de poste un boulot qui devrait être un boulot de production. C'est-à-dire que moi, il m'arrive d'avoir un stagiaire, j'en suis content, je le prends sur un deuxième film, j'en suis content. Au bout du troisième film, je me dis, ça serait bien maintenant, ça fait quand même 1 an que tu bosses pour rien, ça serait bien que tu montes un échelon. La production d'après, ce qui est certain, c'est qu'elle me dit, ah oui, celui-là, il était stagiaire la dernière fois, il ne peut pas en faire encore un. C'est-à-dire que... Alors que je suis pas, c'est pas mon, enfin je veux dire que je serais une société, je me conduirais pas aussi mal que ça, mais que c'est nous, les techniciens salariés, qui nous sommes redevables vis-à-vis des stagiaires de ce qu'on fait, enfin de la formation qu'on leur donne. Une production ne se sent pas responsable du tout, sauf peut-être pour les stagiaires qui prennent dans leur bureau, mais pas pour les stagiaires de plateau. Et ça, je trouve ça pas bien, c'est-à-dire qu'une production a embauché un stagiaire. D'une certaine façon, je ne dis pas qu'elle lui doit quelque chose, mais elle aussi a un effort à faire dans le sens qu'elle met le pied à l'étrier des gens. Mais c'est nous qui portons ce fardeau alors que nous ne sommes pas employeurs. Parce que la déontologie du métier se perd aussi de la part d'un directeur de production ou d'une production en général. Oui, c'est ce que vous dites. C'est qu'on prend un stagiaire 3 fois, une fois qu'il n'a plus la carrure d'être stagiaire, on ne le prend plus. C'est horrible. Pour ricocher sur tout ce qu'on a dit par rapport à l'idée d'avoir des gens qui nous donnent une connaissance, si on revient à l'étude, quand on voit, d'après les chiffres de l'étude, que sur l'image, 58% ont un parcours hors cadre, donc hors école, au son, on est à 21%, au montage à 35%, qu'est-ce que vous pensez de ces cas-là? Est-ce que vous dites qu'ils nous ont échappé, ou est-ce que vous pensez que c'est un échec de l'école qui n'a pas su les faire venir dans les structures d'enseignement? Moi, je pense que c'est pas une situation d'échec du tout. Je veux dire que l'apprentissage dit sur le tas, c'est un apprentissage qui existe depuis très longtemps. On l'a tous connu, beaucoup plus à mon époque, je veux dire, d'opérateurs que maintenant aussi. Mais la cadence de tournage était très très différente. On pouvait se permettre aussi de former petitement quelqu'un qui allait mettre 10 ans avant d'acquérir ce que d'autres avaient acquis en 2 ou en 3 ans, par exemple. Aussi, c'est un problème de durée. Maintenant, la personne qui arrive sur un tournage, il faut qu'elle soit opérationnelle quasiment tout de suite. Donc ça c'est un problème aussi. Moi, je l'ai testé, j'ai fait le test avec des étudiants que j'ai pris sur un film que je faisais, de Louis Lumière que je connaissais pas à l'époque, enfin de Nour que je ne travaillais pas pour, de la FEMIS et de l'INSAS aussi. Ils étaient tous d'un niveau, je veux dire, correct, équivalent. Les 15 premiers jours, c'est le canard qui a trouvé des ciseaux. Personne ils ne savent pas s'adapter, il leur faut 15 jours d'adaptation, mais après, l'acquis de l'école prend le dessus, et la formation est là, et ils avancent vite.
Contrairement à un stagiaire qu'on prend en sortant, je vais dire, de sa ferme, passez-moi le mot, quoi, qui va mettre des années aussi, sans avoir la possibilité d'avoir les acquis aussi que l'on ne donne que dans une école. Oui, tout à fait. Moi, je pense que l'école fait gagner du temps. Quoi. L'école fait gagner du temps, tout simplement. L'école fait gagner du temps, et puis c'est vrai que dans les années 70 autrefois, il n'y avait pas d'école pratiquement. Il y avait l'IDEC, il y avait Vaugirard. Voilà. L'IDEC qui est devenu la FEMIS et Vaugirard qui est Louis Lumière. Bon, sorti de là, il n'y avait pas grand-chose. Le CLCF peut-être, des choses comme ça. Et on se formait tous sur le tas. Moi-même, j'ai été formé sur le tas à cette époque-là. Mais il n'y avait pas aussi toutes les techniques, tous les logiciels qu'on a aujourd'hui, toutes ces choses-là qu'il faut connaître, que ce soit en montage, que ce soit en son, que ce soit en image, etc. Il faut évoluer là-dedans. Et l'école vous fait gagner énormément de temps parce que on comprend évidemment beaucoup plus vite, même si au départ on a du mal à reconnaître qui fait quoi et qui est quoi, etc. Mais on l'a appris, on l'a connu. Donc on trouve ces marques rapidement. Si on ne les trouve pas du tout en sortant d'une école et qu'on met un an à trouver ces marques, il vaut mieux faire autre chose. Alors. Et paradoxalement, puisque vous parlez de logiciels, par exemple pour en revenir au montage, on a des étudiants qui arrivent, puisqu'il y a un concours d'entrée, nous aussi, sélectif et tout ça. Bon, on a des étudiants qui arrivent qui n'ont aucune notion, et puis il y a une autre population qui monte déjà, qui sait déjà, entre guillemets, se servir des logiciels et tout ça. Mais en fait, l'école leur sert surtout, et c'est un peu difficile, à comprendre la différence entre, entre ne pas assimiler le montage au raccord, quoi. Hein, avoir une pensée sur le film et à comprendre que c'est pas la même chose d'avoir une pensée sur le film et de savoir faire un raccord très vite. Nous, il y a des BTS, ils sont sûrement bien meilleurs que nos étudiants pour faire un raccord très vite, mais c'est pas notre problème. Et on a des étudiants qui sont peut-être moins compétents en termes de savoir-faire sur des logiciels, enfin en termes de rapidité, on va dire, pour être plus clair, que certains autres, mais qui sont embauchés comme monteurs. Alors, ce qui peut paraître paradoxal, puisque je disais qu'on n'a pas de section montage, mais justement parce que ce qui fait leur qualité, c'est qu'ils ont cette pensée du film global et que c'est très différent de quelqu'un qui a fait un BTS, je n'ai rien contre les BTS, mais enfin qui a fait un BTS et qui s'est monté très vite, mais qui assimile encore une fois le montage au raccord, quoi. Et paradoxalement, avec le numérique, avec les nouveaux outils, j'ai l'impression que le passage à l'école, c'est encore plus important de passer par des exercices et des travaux de conception, de réalisation, que quand il n'y avait pas ces logiciels-là. C'est-à-dire presque comme s'il fallait se désengluer d'une espèce de pratique d'auto-formation qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui est souvent comme ça, juste liée au raccord. Et alors en plus, bon, vous savez tous, c'est toujours pervers ces montages, parce qu'ils ont toujours l'air de ressembler à quelque chose de fini, parce que c'est nickel chrome. Voilà, mais souvent on leur dit mais non, il faut tout recommencer, il faut démonter, et finalement c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans les écoles avant et qui maintenant me semble assez important. Alors peut-être que dans 5 ou 10 ans ça n'existera plus, puisqu'il y aura aussi une nouvelle d'une temps qui sera passé sur ce logiciel et il y aura un recul, mais on est encore dans cette époque-là, je pense. Oui, on est dans une époque, où dans un moment où les logiciels permettent de faire vachement de choses chez toi, et effectivement, comme on parle beaucoup de technique et de cette technique qui évolue tout le temps, on peut avoir une virtuosité technique et penser que ça c'est le montage. Alors qu'effectivement, une bonne école va apprendre que ce n'est qu'une petite partie des choses et que tout le travail il se fait autrement, d'une part dans une réflexion et aussi dans ce qui va s'apprendre seulement à l'extérieur, des rapports avec une équipe, des rapports de collaboration avec un réalisateur et avec tous les techniciens qui vont suivre derrière, par exemple le son qui est à ma droite. J'ai oublié ce que je voulais dire d'autre, je vais donc laisser la parole. Oui, mais moi pour parler de stagiaire, puisqu'en général le poste de stagiaire sur l'image sur un film, c'est très souvent ce qu'on appelle le stagiaire combo, c'est-à-dire qu'il est chargé de gérer le moniteur qui fait le retour de la caméra. Alors, ce qui est clair, c'est que le stagiaire, s'il vient me dire, moi je sais faire ça, ça, ça et ça, je lui dis, attends, là, il faut faire rec, stop, pause. C'est à peu près tout ce que tu as à savoir pendant tout le tournage. La seule chose que je te demanderais, c'est d'avoir vu tous les films du réalisateur et de savoir en parler. Parce que tu vas passer 1 mois, 2 mois assis à côté d'une personne et tu n'as pas besoin d'être technicien. Et en même temps, c'est un travail d'image. Je veux dire, pour lui, ça sera l'occasion, peut-être, si il arrive à humainement bien évoluer sur le tournage, il sera peut-être un boulot plus technique la fois suivante. Mais c'est un poste d'observateur
Mais là, je lui demande, c'est ce que disait Bertrand tout à l'heure, d'être plutôt psychologue, c'est-à-dire de savoir parler au réalisateur, de lui parler d'autres choses. Et donc, c'est vrai que c'est plus le rapport humain qui comptera, parce que il faudrait quand même se rappeler que le stagiaire au départ, ça doit être une personne en plus sur un tournage et non pas un poste essentiel. Alors qu'il ait fait des grosses études techniques, c'est pas indispensable, c'est mieux parce qu'il va évoluer après, mais il est là pour tâter le terrain, pour le sentir, voilà. Sauf qu'après, il n'aura plus l'occasion de parfaire ses connaissances s'il a pas fait. Je vais vous dire, moi j'ai commencé. Alors, il y a une. Je vais faire une anecdote. J'étais stagiaire combo au début sur un film qui était un gros film français à l'époque. C'était comment ça s'appelait le film de Pierre Lhomme, Cyrano de Bergerac. Et moi, j'ai passé ma journée assis à côté de Rapneau sur un cube. Et alors le combo, je ne sais pas pourquoi il marchait pas. Dès que je voulais enregistrer, ça partait en avant. Dès que je voulais arrêter, ça partait en arrière. Je loupais tout. Bah, t'es resté quand même. Et je suis resté. Et Rapneau, il voulait dire oui Mathieu, parce que je racontais des blagues. Quand il y a des mouvements que j'avais oublié d'enregistrer, je disais non, mais écoute, refaisons la prise parce que c'était pas terrible. Et ça s'est très très bien passé alors que j'étais nul. Mais j'étais stagiaire. Le post-combo, c'est acceptable. C'est vrai que c'était un très bon poste d'observation aussi au niveau de. Et je connaissais tous les films de Rapneau. Et voilà. Et je crains, moi, il y a dans l'esprit des productions, il y a un souci maintenant, c'est qu'ils assimilent toujours l'assistant opérateur stagiaire combo à ce qu'est devenu l'assistant opérateur au poste de l'ex-deuxième de l'argentique aussi, alors qu'on travaille avec oscilloscope, caméra numérique, etc., 2K et sauvegarde. Et ça, oui, c'est là. Eux, dans leur tête, un stagiaire combo, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple. Moi, je propose aux jeunes qui veulent faire l'image de commencer par faire un stage chez les loueurs et de rencontrer les assistants opérateurs qui vont tester les cailloux et les câbles. C'est ce qu'on fait nous. Ouais. Ils font Comment stage, c'est sûrement une des meilleures méthodes parce que la plupart des stagiaires que j'ai eus, je les ai rencontrés là-bas. C'est là comme ça, là que se font les rencontres en passant les caisses et voilà. Avant de passer la parole à la salle, peut-être une dernière question. Est-ce que vous, en tant que technicien dans votre métier, vous avez parfois l'impression de vous substituer à un enseignement ou d'apporter des choses que l'enseignement n'apporterait pas selon vous? Oui, bien sûr. Oui. Normal, mais pour rebondir, je suis d'accord avec le principe de dire que à partir du moment où on a fait une formation, quelle qu'elle soit, on gagnera du temps dans sa vie professionnelle. Pour parler de la décoration, on a deux types de stagiaires. On a les stagiaires qui sortent de formation et qu'on intègre naturellement sur des missions de dessin, d'assistanat, de dessin, etc. Donc ils sont au sein d'un bureau de conception. Et on a les stagiaires qui ne sortent pas de formation et qui commencent au camion avec les rippers. Et puis voilà, ils font du camion, du déménagement, etc. Ce qui n'empêche pas de retrouver des gens qui ont commencé au camion et de les voir finir chef décorateur quelques années plus tard, plus ou moins rapidement, etc. Après, quel que soit le profil de ces gens-là, on leur apprend plein de choses. Ouais. On leur apprend plein de choses. Donc un stagiaire, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être nourri, sur lequel il faut porter une attention quotidienne, et donc ça prend du temps. Donc on ne peut pas avoir 30 stagiaires dans une équipe, enfin même sans parler de 33 stagiaires dans une équipe d'éco, déjà c'est trop. Et vous ne trouverez jamais de stagiaires, en tout cas pour ma part, c'est pas quelque chose que pratiqué ni par mes confrères, de stagiaires dans les équipes de construction, parce que c'est dangereux. Il y a des manipulations d'outils qui sont très qui nécessitent vraiment une attention et un savoir-faire gestuel très précis. Par contre, vous allez trouver beaucoup de stagiaires chez les peintres, parce que le pinceau, c'est pas dangereux, donc allez, vas-y. Moi, je vous recommande d'être stagiaire à la régie. Vous allez voir de près les choses, les problèmes sur le film. Alors, il y a différentes choses. En tant que chef monteuse, j'ai eu des stagiaires d'observation dans ma salle. Donc, ça dure 1 semaine ou 4 semaines ou 3 mois avec 2 jours par semaine. Donc là, qui sont vraiment des gens uniquement en observation. Donc moi, je monte, je parle un peu tout fort en travaillant, ce qui leur permet d'absorber, et on peut dialoguer à midi.
Ça, c'est une chose. Après, avoir un stagiaire, donc assistant du monteur adjoint, qui est le poste officiel, n'est possible qu'avec un vrai poste de monteur adjoint ou d'assistant monteur. C'est-à-dire que si la personne doit travailler pour le film, effectivement, quelle que soit sa tâche, il faut que quelqu'un s'en occupe. C'est pas moi au montage qui vais lui apprendre, lui transmettre à la fois des choses techniques et des choses... Enfin, je pense que les assistants, enfin, c'était mon cas quand moi je l'étais, les assistants transmettent aussi aux stagiaires des choses sur le chef monteur ou le réalisateur. Donc, c'est pas moi qui vais parler de moi. Donc, c'est eux afin que cette personne, justement, s'assouplisse et apprenne que dans ce métier, on doit s'adapter aux gens avec qui on travaille et des tas de choses comme ça. Donc, ça fait 2 types de stagiaires très différents. Et c'est vrai que moi, j'ai énormément appris en tant que stagiaire, puis en tant qu'assistante monteuse. Et j'aime beaucoup pouvoir transmettre. Mais ça ne peut se faire dans de bonnes conditions que rarement, et c'est aussi une souffrance serait exagérée, mais c'est quand même quelque chose qui est pesant. Ça fait 25 ans que je travaille. Maintenant, j'ai envie parfois de raconter des choses et de transmettre des choses et de pouvoir, comme ça, passer des choses par mon travail, et que les gens puissent le comprendre et apprendre des choses, ou d'ailleurs le critiquer, s'y opposer, mais se former par cette adhésion-opposition. Et cela n'est possible que sur la durée, à la fois d'un travail, mais aussi sur plusieurs. Et actuellement, mes conditions de travail, mais qui ne sont peut-être pas que les miennes, ne me permettent pas d'avoir cette fidélité envers les gens dont j'ai pu, moi, bénéficier quand j'ai été stagiaire et assistante monteuse. Et c'est en dehors de toute notion de travail, de situation professionnelle, etc., c'est effectivement psychologiquement un regret, quelque chose de difficile à vivre actuellement, de se dire comment... tout cet amour et toute cette transmission. Le cinéma, ça s'entend, enfin un petit peu plus. Et moi, j'ai travaillé avec des personnes assez âgées qui me racontaient comment elles avaient appris à travailler. Donc j'ai l'impression de connaître des histoires de montage depuis le cinéma muet. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Enfin, je pourrais me souvenir de choses vraiment des années 30, des choses comme ça, des choses qu'on m'a transmises. Et toutes ces choses-là, elles vont disparaître avec moi. C'est un truc qui est rudement difficile, et j'espère bien qu'on aura cette possibilité, mais là je parle pour moi, mais franchement pour le cinéma français, l'histoire du cinéma et la vie d'une technique, ça repose aussi sur des racines, sujet à la mode, mais c'est rudement important. Je rejoins ce qui a été dit. Bon, alors après, en montage et en mixage, c'est un peu particulier parce que c'est des filières où on a peu d'assistants. Et donc un stagiaire, comme on le verrait, qui suivrait d'abord un assistant et tout ça, il y a moins de monde. Moi, je suis toute seule en mixage, avec mon assistant recorder, avec le recorder de l'Audi, mais qui est associé à l'Audi et qui a un poste particulier puisqu'il est payé par l'auditorium. C'est pas quelqu'un que on peut les choisir, mais et c'est vrai que je suis assez d'accord sur la transmission. Moi, j'ai eu peu l'occasion. J'ai fait des stages. J'ai eu peu l'occasion. J'ai fait de l'assistanat, qui s'appelle du comixage en fait, en mixage. Mais le problème aujourd'hui, alors là, on rejoint pas un problème d'école, on rejoint un problème de production, c'est que même des mixeurs qui ont 25 ans, 30. Moi, demander un comixeur, juste on me rit au nez. Vraiment. Donc parce que je suis en début de carrière, mais même des mixeurs qui aujourd'hui ont 20-30 ans de carrière, on leur refuse des comixeurs en disant que voilà, c'est trop cher, il y a des problèmes de budget, il y a des problèmes aussi de compréhension des productions et des réalisateurs de l'intérêt du comixage. Et donc il y a effectivement en mixage, je te rejoins là-dessus, il y a un vrai problème et en montage son pareil. Il y a un vrai problème de transmission. Moi, j'aurais rêvé. Je suis allée observer des mixeurs, mais oui, j'aurais bien aimé pouvoir aller voir différents mixeurs et rester, même ne serait-ce qu'en mixage, c'est beaucoup de l'observation, le stage. Et moi, quand j'ai des stagiaires, ce qui m'arrive, le problème, et on rejoint ce qui a été dit, c'est un problème de temps. C'est que faire venir un stagiaire à côté de moi pour lui faire mixer une petite séquence, pour lui faire appréhender les potentiomètres, pour lui faire appréhender le rapport du mixage au film, ça prend du temps. Et ce temps-là, je l'ai pas. Aujourd'hui, on est tellement serré que quand j'ai un stagiaire, je suis hyper frustrée et j'essaye de trouver un moment quand même de dire il va falloir que je lui fasse toucher un potentiomètre quand même s'il est en stage de mixage. Mais le problème, c'est que ça prend du temps et donc ça stresse. C'est aussi une pédagogie avec le réalisateur parce que le réalisateur, ça le stresse
que ce soit un stagiaire qui touche les potentiomètres et qu'on prenne du temps. Et donc, il y a tout un travail à faire, et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, les temps, comme on a dû en parler dans la journée, moi je l'ai pas vu, mais comme les temps se raccourcissent, dans le temps de... Et là, alors là, ça n'a rien à voir avec les écoles, pour le coup. Comme les temps se raccourcissent, eh ben, ça raccourcit le temps de transmission aussi. Et c'est... Parce qu'il y a les écoles, ça, comme on l'a dit, ça fait gagner beaucoup de temps, mais l'école, c'est les bases, et c'est quand on sort d'une école, quelle qu'elle soit, qu'on construit. Et le temps de construction avec les autres, il y a un vrai... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu inquiétant. Et même aujourd'hui, moi, en début de carrière, j'aimerais bien pouvoir mixer avec un autre mixeur. Je le fais de temps en temps, mais il faut vraiment que les mixeurs, ils poussent pour dire « je voudrais un co-mixeur », quoi. Et déjà qu'on nous dit à nous qu'on est trop payés, et que... On l'a toujours dit, rassurez-vous. Oui, mais peut-être trop payés, je n'en sais rien. J'ai voulu le cinéma français le jour là, de ma première embauche. C'est un directeur de production qui est décédé maintenant. J'étais jeune deuxième assistant. Il a commencé par me raconter, Monsieur Cottelet, avec son accent, vous allez ruiner le cinéma français. Deuxième assistant, on parlait. Mais on nous dit, pour les stagiaires, et alors les assistants et les comixeurs, comme moi j'ai entendu dire, et c'est véridique, un producteur qui me dit, je comprends pas pourquoi je te paye si cher pour pousser 3 boutons. Alors vous imaginez lui demander 2 personnes pour pousser 6 boutons, quoi. Ça risque de lui coûter. Donc, mais là, je pense que c'est pas un problème d'école, cette transmission-là en tout cas, mais elle est très importante, et je suis contente d'entendre dire autour de moi que les autres sont un peu flippés aussi de pas pouvoir, parce que c'est très compliqué. Moi, quand je dis oui à un stagiaire, je me dis oh là là, comment je vais faire, vraiment. Parce que j'ai un temps tellement réduit, voilà. Mais... Et les stagiaires script. On va faire un peu de transmission avec la salle maintenant pour conclure cette journée. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, ici, il y a un micro qui va arriver vers vous. Oui, j'ai déjà le micro. Bonsoir, donc Philippe Leranchet, journaliste pour le magazine Écran Total. Bon, je vous trouve un peu tous pessimistes là sur cette journée. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent, le secteur va pas bien, gna gna. Ouais, enfin, c'est pas vrai. Regardez-nous, pardon, presse professionnelle, nous, ça va très très bien. D'ailleurs, je vous annonce, si vous venez me voir à la fin, je vous offre un abonnement d'Écran Total à vie. Non, c'est une blague, hein, c'est le 1er avril, hein, faut pas déconner non plus. Par contre, il y a Cinéfinance qui est vachement bien. Oui, ça c'est mon patron, Serge, qui lance ça, mais bon, je fais de la pub. Effectivement, j'en profite, merci, un service qu'on a lancé qui s'appelle Cinéfinance pour simuler les informations sur les productions. Ouais. Et ça, c'est 1500 €, non négociable. Au-delà de ça. Au-delà de ça, non, il y a un cher confrère, vous avez ouvert une porte là que nos amis panélistes n'ont pas suivi, et j'aimerais la rouvrir à nouveau et faire une question un petit peu provoque quand même. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de cet accès au film d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui, qui n'est plus du tout le même, c'est ce qu'il y a 20 ans ou même il y a 10 ans. Cet accès au film, ce n'est pas seulement les films. C'est aussi, par exemple, les bonus sur les DVD, c'est les commentaires, qui sont des mines d'or d'informations pour qui s'intéresse au cinéma, à la cinéphilie, et qui permettent d'apprendre énormément de choses de manière totalement autonome. Alors, deuxième chose que j'ai retenue, il faut en gros 10 ans de travail de terrain, de galère, enfin de terrain concret pour avoir des responsabilités. Ok. Alors finalement, allez, je vous lance ma proposition comme ça. Un gamin qui sort du bac à 18 ans, qui la journée va galérer, veut bosser sur le terrain, fait 3e stagiaire sur des tournages pendant 7 ans, ce qui correspond à peu près à la durée ou 6 ans, la durée des études, et qui se bouffe des DVD avec des commentaires audio la nuit, finalement, il gagne 3 ans sur tout le monde. Non. C'est pas la même chose. Pas du tout. Par rapport à la cinéphilie, je peux répondre 2 secondes, parce que c'est ce qui m'a frappé à l'IDEC, à la FEMIS, quand je donnais cours là-bas. Il y a 2 aspects. D'abord, je pense qu'il y a une cinéphilie qui disparaît. Bizarrement, il y a beaucoup plus de moyens de voir tous les films. Moi, quand j'avais 18 ans, on surveillait le Pariscope pour savoir si tel film de Kurosawa allait passer à la Cinémathèque dans les 3 semaines à venir. Enfin, c'était vraiment un travail de quotidien, de se dire j'aimerais voir ce film. Aujourd'hui, tout est plus accessible. Et finalement, il y a moins de cinéphiles extrêmes comme j'en ai connu à Paris il y a 20 ans, 30 ans. Mais à contrario, par contre,
il y a beaucoup de cinéphilie possible n'importe où en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, dans ma petite ville en Normandie, au cinéma, il y avait Bergman et Fellini quand j'étais petit, mais il n'y avait pas grand-chose. Enfin, ce que je veux dire, il n'y avait pas une variété énorme, il n'y avait qu'une salle. Tandis que maintenant, n'importe qui dans une petite ville peut se faire une culture très solide en cinéma. Alors, par rapport aux écoles de cinéma, moi, je suis quand même étonné quelquefois, parce que j'ai fait passer aussi l'année dernière le concours de la FEMIS. C'est-à-dire qu'elle se fait pas à l'école. On commence à avoir des cours de cinéma à l'école, mais si à 22 ans on veut faire du cinéma et qu'on n'a pas vu, on ne sait pas qui est Dreyer, qu'on ne sait pas qui est Pabst, qu'on ne sait pas qui est Fritz Lang, c'est trop tard pour l'apprendre à l'école. Je veux dire, si on a eu envie de faire ce métier, on a eu envie de le faire à 17 ans, à 15 ans, mais on n'apprend pas à 23 ans pour découvrir tout ça. C'est faux ? Moi, c'est faux. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord non plus. Parce que. Alors, deuxième chose. Non, mais alors après, essayez de le rattraper. Mais en tout cas, la cinéphilie, elle commence bien avant l'école. Comme l'envie de lire, elle commence avant la fac. Il y a un micro qui deuxième chose. Alors, moi, je suis donc Nicolas. Je suis premier assistant caméra. Je viens de la formation de l'ESSAV. Donc, j'ai plusieurs anecdotes pour reparler de plusieurs points qui ont été abordés. La première anecdote, ça s'est passé la semaine dernière. Je viens de finir un projet avec Ariane Mouchkine et on parlait d'éléments techniques, on parlait beaucoup de ses choix, et à un moment, elle s'assoit à côté de moi, elle me dit mais quelle a été ta formation, comment ça se fait que comment tu as acquis cette connaissance-là, et voilà, et elle me dit est-ce que tu as fait une école, et est-ce que tu as fait une école parisienne? Est-ce que tu as fait la FEMIS? Je crois qu'elle me demande. Je lui dis non, j'ai fait les SAV, j'ai fait une école à Toulouse. Et je lui dis surtout ce que j'ai fait. Moi, j'ai passé à l'ESSA, j'ai passé 3 ans, 4 ans à avoir juste envie. J'ai passé 4 ans à avoir envie de faire du cinéma. C'est vraiment l'essentiel de ce que j'ai appris là-bas. Moi, j'ai débuté, j'ai passé le concours en voulant faire de la réalisation. Enfin, je savais juste que je m'étais dit dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, qu'est-ce que j'aurais envie de faire tous les soirs? Est-ce que, surtout le matin, quand j'ai envie de me lever, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je savais que c'était du cinéma. Et j'ai fait ça. J'ai appris à faire des photos, à développer de la photo. Au début, je voulais pas faire ça. Enfin, je n'avais pas l'idée, je n'avais même pas la connaissance. J'ai commencé à faire ça. Je suis parti en section de cinéma. Je suis sorti au bout de 3 ans. Je suis parti en stage. Donc, j'ai fait un stage chez Éclair, avec un étalonneur en argentique, qui m'a beaucoup appris. J'ai fait 2 stages chez TSF et chez Bogart, donc j'ai appris la technique, ce que je ne maîtrisais pas tout à fait en sortant de l'école, mais c'était pas le but. Je savais qu'il fallait faire cette formation-là, et voilà. Et puis petit à petit, grâce à ces contacts-là, j'ai appris mon métier en faisant du stage, en faisant des pubs en stagiaire, où j'apprenais à dérouler un câble. Et puis les gens s'apercevaient que j'étais quasiment pas payé, mais que j'étais passionné d'être là et de rouler un câble. Ils se sont dit, on le fera revenir le lendemain, parce que s'il est déjà motivé pour faire ça, il sera peut-être motivé pour faire autre chose. Et c'est comme ça que j'ai appris ce métier-là, quoi. Et j'ai vraiment, heureusement que cette école était là à ce moment-là pour me donner l'occasion, parce que je viens pas d'un milieu, je viens pas de Paris, j'ai aucune connexion dans le cinéma. Et je ne serais jamais arrivé là aujourd'hui si j'avais pas eu cette école et qui m'a donné cet accès, qui m'a donné envie de le faire. Donc voilà. Pour la question des stagiaires, c'est vrai que c'est assez difficile sur la responsabilité du stagiaire et de l'école quand il arrive sur un projet, de voir sa responsabilité du stagiaire et qu'il en ait bien conscience. Je pense que tout au long, au cours du cursus d'un assistant, par exemple, je vais récupérer l'exemple de l'assistant à caméra, on apprend au fur et à mesure, on apprend à être stagiaire, à être second, ses responsabilités, à être premier, et petit à petit on est chef d'équipe et on apprend à être responsable, on apprend aussi à discuter avec une production, comment l'assistant, le second va se défendre, comment le premier aussi, quand on arrive, quand on débute vraiment à être premier, on a vu comment ça se passait, mais on apprend à se battre pour son second, à le choisir, à imposer cette personne-là, à imposer qu'elle soit payée à telle valeur, que le stagiaire aussi. Je crois qu'il y a une vraie responsabilité de toutes ces personnes-là pour défendre le stagiaire. C'est pas lui qui va dire à une production qui lui a donné la chance d'être sur un plateau. Par exemple, quand on vient de l'ESSAV où on n'a pas de connexion directe, on est bien heureux d'arriver à Paris où on nous dit pendant 2 mois tu vas être stagiaire, et on n'a pas encore l'idée de savoir ce qui est
être stagiaire ou commencer à faire plus ou voir trop et piquer un poste. Je pense qu'il y a aussi la responsabilité des postes supérieurs à le protéger et à transmettre aussi cette, ce savoir. Donc voilà pour une partie de mon expérience. Moi, je voulais juste réagir à vos propos. Juste une chose, ou sur la dernière intervention. Oui, voilà, vite. C'est par rapport au fait de dire il faut une culture cinématographique et qu'on commence tôt. Il y a des gens qui viennent dans d'autres milieux, milieux sociaux, je dirais, et qui acquièrent du cinéma ce qu'ils ont pu acquérir dans des vidéos, dans des ciné-clubs, même pas des ciné-clubs. Je suis allée à Aubervilliers la semaine dernière, comme je suis chef monteuse, on m'a demandé un avis sur un moyen-métrage fait par 2 jeunes gens d'Aubervilliers. Je peux vous dire que c'est un film et que c'est du cinéma, qui n'ont pas fait d'école de cinéma, qui sont venus au cinéma comme ça. Bien sûr qu'ils ont le goût de le faire. Pour autant, il ne faut pas dire qu'il faut toute cette culture dès le plus jeune âge. Non, 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 pas d'élitisme. Il y a des possibilités autres. Et j'ai travaillé en Algérie cet été. Et je pourrais vous montrer des films faits par des gens de 25 ans qui n'ont jamais fait une demi-école de cinéma. Et je peux vous dire que c'est brillant. Donc je crois qu'il y a des champs qui, heureusement, c'est plus ouvert et nous serons confrontés, qu'on le veuille ou non, à des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas passer le concours de la FEMIS, parce qu'ils ne passeront pas par l'écrit et ils n'ont pas cette possibilité de passer par l'écrit, et que le cinéma, ce n'est pas que l'écrit, c'est le cadre, et que les jeunes ont une nouvelle culture et une nouvelle éducation à l'image que nous n'avons pas et qu'ils ont. Madame, excusez-moi si je me suis mal fait comprendre, si vous avez pu penser que c'était élitiste ma façon de voir. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en piratant les films sur Internet, en faisant ce qu'on veut, on peut, il n'y a pas besoin d'être fortuné pour connaître des films. Et ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment se destiner à ça, si on y croit, ça me paraît bizarre qu'on ne se fasse pas, même une culture cinématographique malhabile, maladroite, pas fait que de chefs-d'œuvre, mais qu'on commence une école de cinéma sans avoir vu beaucoup de films avant. Ça veut dire qu'on le fait sur un coup de tête. Ils ne passent pas par l'école aujourd'hui. Ils ne passent plus par les écoles de cinéma dans les écoles de cinéma. Si on a, enfin, pour les, il faut pour quand les même deux le concours bac que je connais. Enfin, pour les écoles c'est bac plus 2 et même enfin, on rentre pas dans une, là on parle que des écoles parce que on rentre pas dans une école de cinéma si on n'a pas vu un minimum de films. Donc mais là moi je suis d'accord sur la formation. C'est vrai que il y a un truc dont on n'a pas parlé. Il y a un truc, c'est justement cette formation qui n'est pas à les écoles, parce que là on a parlé beaucoup des écoles, parce qu'il y a des gens des écoles qui sont présents, et donc forcément mais bon, moi je suis un mauvais exemple parce que j'en ai fait une, mais il y a plein de gens, enfin quand on passe le concours de la FEMIS par exemple, pour ne prendre cet exemple là, il y a plein de gens qui ratent le premier tour parce que c'est quelque chose de très littéraire, le premier tour, enfin c'est très particulier, qui sont sans doute des gens exceptionnels pour faire du cinéma, et ça faut pas l'oublier. Et faut pas oublier que voilà, il y a plein de cursus différents et qu'on n'est pas obligé de passer par une école pour apprendre ce métier. Et puis, excusez-moi, mais il y a aussi, par exemple, chez notre concours à nous, il y a des équivalences ou des choses comme ça. Il y a même des gens qui n'ont pas eu le bac, où il y a des gens qui parlent à peine français, parce qu'on a mis au point des épreuves pour le concours d'entrée qui sont basées sur des tests visuels ou sonores, mais qui passent pas par l'écrit, par exemple. Il y a aussi d'autres moyens. Donc je veux dire, il n'y a pas que le modèle de la FEMIS comme école. Il ne faut pas confondre deux choses, je crois. 1, faire une école de cinéma, et 2, faire du cinéma. L'un peut entraîner l'autre, mais on peut faire du cinéma sans avoir fait une école de cinéma, bien entendu. J'ajouterais que, il n'y a pas que la FEMIS ou les grandes écoles, comme ça, mais aussi il y a d'autres choses, c'est-à-dire que faire une école, si on peut faire une école, en plus au niveau du diplôme ou des diplômes que ça délivre, comme la FEMIS, Louis Lumière ou l'ESRA, ça donne aussi un vrai diplôme, en tout cas pour nous, un vrai diplôme d'État, comme pour les écoles d'État, qui est un bac plus 3, qui valorise au niveau d'une licence, en tout cas ce qui nous concerne, ou un bac plus 5 ou un master pour Louis Lumière ou machin. Bon, c'est un plus comme ça, mais c'est pas pour autant qu'on va faire du cinéma, voyez-vous. Faire du cinéma, c'est autre chose. Moi, ce que je conseillerais à tout homme ou toute femme qui veut faire ce métier, ou qui veut être surtout, de la création, quelque création qu'il soit,
c'est de cultiver une curiosité. Il faut être curieux. Il faut être curieux du monde. Il faut aimer aller voir des choses, regarder, aspirer tout ce qui se passe pour pouvoir en faire sa matière et pour pouvoir les montrer, les ressortir d'une autre façon, recréer une émotion, une façon de voir, donner à voir des choses. Ça veut dire qu'on les voit soi-même d'une certaine façon et qu'on est capable de maîtriser ce regard pour le donner, pour le proposer à d'autres. Et ça, c'est une façon de vivre. Je crois qu'en faisant ces métiers aussi, on construit sa vie en même temps, et il faut avoir envie de construire sa vie plutôt que de la subir aussi. Eh bien, ça me paraît la meilleure conclusion possible. Ouais. Si vous le voulez bien, on est désolé, mais voilà. Merci à tous. Je tiens à remercier donc les associations professionnelles qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée, l'AFC, l'AFSI, l'ADC et les monteurs associés. Merci Alex pour l'animation de ce débat. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Merci à Brigitte qui a beaucoup bossé aussi sur ce colloque. Peut-être à l'année prochaine, voilà. Et puis j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Alors, vous pouvez trouver l'intégrale des rencontres depuis 10 ans, qui est en vente à l'accueil, si vous le souhaitez, qui est donc un ouvrage de 650 pages avec 10 ans de paroles de techniciens, voilà, qui est très intéressant. À bientôt.